Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes, il me semble, le 9 mars, le lendemain de l'anniversaire de Tatiana. Je pense que ça mérite un petit applaudissement quand même. Elle a soirée qu'une année de plus, bravo. Merci. Je ne vais pas commencer par un sommaire, mais vous voyez sûrement autour de moi Louise, Enzo, de l'autre côté Mathéo, Johan, Emma, Paul et Tatiana, notre fidèle spectatrice aujourd'hui. Nous allons commencer par Mathéo. L'actualité nous rattrape en effet. Et avant de parler de la guerre en Ukraine, qui est quand même le principal événement de ces derniers temps, ce sont les présidentielles qui arrivent à grands pas en avril. Mathéo, que peux-tu nous en dire ? Madame, monsieur, bonjour. Bon, fini les moqueries envers Valérie Pécresse. Je vous ai préparé une petite chronique ayant pour sujet l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, je ne vais pas être seul à vous parler de ceci. J'aurai besoin de tout le monde sur le plateau, car je vais poser quelques questions à mes camarades ici présents. Tout d'abord, faisons un point sur les dernières actus politiques en France. Le Conseil constitutionnel a annoncé les 12 candidats à l'élection présidentielle. En effet, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, et pour finir, Nicolas Dupont-Aignan, sont les candidats qui ont récolté les 500 parrainages minimum demandés des élus. À gauche, la victoire semble bien compliquée. Bien sûr, si tout le monde pense qu'à sa gloire sans penser à l'unité, c'est compliqué de construire quelque chose. Si on ajoute tous les scores de chaque candidat, la gauche frôle les 25% d'intention de vote, score qui est pourtant pas mal pour un premier tour. Mais non, chacun reste là où il est. À droite, c'est une crise familiale qui est en cours. Et oui, Tata Marine, le soutien de Marion, tu l'as bien profond quand même. Et une bombe atomique est arrivée pour cette élection présidentielle de 2022. C'est Éric Zemmour qui a su regrouper des gens du Rassemblement national, des gens encore plus radicaux que le parti dirigé par Jordan Bardella, mais aussi des gens du parti Les Républicains qui baissent dans les intentions de vote. En même temps, on peut dire que Valérie Pécresse arrive sur scène, fait son meeting, mais personne n'applaudit. Pas très chouette cette ambiance. Des citoyens ont même quitté la salle pendant que Madame Pécresse faisait son discours. Je vous rassure, mesdames et messieurs, c'est juste un problème de sonorisation de la salle d'après la candidate. Alors, nous allons commencer la partie la plus intéressante de cette chronique, le petit débat. Je prends une ou deux questions de chaque programme proposé par chacun des candidats, en gros, et vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord ? Très bonne idée. Parfait. Ouais, let's go. Alors, la première question, elle est tirée d'un programme. Et il y est écrit dans ce programme « Instituer une bourse de 10 000 € pour toute naissance dans une commune rurale ». Paul, qu'en penses-tu ? Alors moi je pense que c'est pas réaliste et c'est très déconnecté de la réalité. D'autant plus qu'une bourse, on sait très bien qu'une bourse, une fois qu'elle est louée, elle pourra être utilisée, d'autant plus c'est 10 000 € pour autre chose que pour l'enfant qui naît. Et surtout sur quels critères on va se baser pour la donner. Est-ce qu'il faut que les gens vivent en milieu rural ? Est-ce qu'il faut qu'ils soient juste nés en milieu rural ? Et du coup ça change la donne par rapport à ça. Et donc par rapport à ça, je pense que c'est pas une bonne mesure. Et puis aussi 10 000 €, quand même, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même une somme assez conséquente. Ça me paraît complètement délirant. Alors, personnellement, j'aimerais bien recevoir cette bourse, mais l'argent, il faut bien le trouver quelque part. Et je pense que ça pose problème quand même de trouver autant d'argent et d'en donner, autant d'argent, quoi. Je pense d'autant plus que je vois très bien le problème qui est derrière, c'est-à-dire que y a les campagnes sont de plus en plus désertées, ça je pense que c'est pas le scoop du siècle, mais je pense que il doit y avoir d'autres façons de rendre les campagnes attractives que simplement en donnant de l'argent aux gens qui vont accoucher là-bas, surtout que si on fait ça comme ça, il doit y avoir plein de façons de gruger, enfin je veux dire Oui, d'aller exactement. accoucher à la campagne, Uniquement pour des choses comme ça. récupérer les 10 000 € et repartir en ville. Oui, après tout le monde n'est pas forcément n'est pas une mauvaise personne, mais ouais, je pense que si on veut inciter les gens à vivre en campagne, il y a de meilleures solutions à faire que ça. Et puis il faut pas oublier que les campagnes sont quand même l'endroit où il y a le moins d'hôpital en France quand même, parce qu'on ferme des lits, on ferme des postes dans les hôpitaux de campagne, on en recrée dans les villes, mais du coup en campagne il y a toujours cette désertification, et si on incite les familles
à aller faire des enfants dans les campagnes, il faut vraiment que derrière... Ouais, il ça- faut qu'il y ait les infrastructures les- nécessaires. voilà. Donc ensuite, une deuxième phrase tirée de notre programme. Rétablir l'autorité de l'institution scolaire par l'instauration d'un uniforme au primaire et au collège, tout en sanctionnant les absences et les incivilités. Est-ce pour vous une bonne idée? Enzo, quelle est ton opinion sur ça? Y a qu'à regarder, je pense que c'est vraiment ça le gros problème de l'éducation nationale en ce moment. Je veux dire, waouh, moi je veux dire, tous les jours je vois des gens qui se font agresser pour leur tenue et je pense même que c'est ça les raisons de l'échec scolaire, de l'échec du système scolaire français. Non, Bien sérieusement, évidemment. pardon. Bien évidemment. Voilà. Non mais je ne sais pas. Je ne sais pas quel candidat a proposé ça. J'ai ma petite idée en tête quand même. Mais je ne sais pas dans quelle mesure il faut être déconnecté de la réalité pour penser que le problème de l'éducation nationale, c'est ça. Vraiment. C'est vrai que je pense qu'il y a d'autres problèmes dans l'éducation nationale beaucoup plus importants Mm. qu'il faudrait régler d'abord avant de penser à ce genre de mesures. Et puis moi, je tire quand même des paroles que j'entends. Moi, j'entends souvent dire de certains candidats que l'uniforme réglerait les inégalités entre les enfants. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est juste se voiler la face. Car les inégalités seront toujours là derrière. Même si on s'habille pareil, y a- Moi aussi, je pense que c'est surtout en théorie et C'est une fausse bonne idée, on va dire. Ouais, dans en la l'applique- pratique, en l'appliquant, oui, je suis dans la pas pratique, certain c'est pas forcément- que Non, toutes et les puis, inégalités. le style vestimentaire, ça reste quand même une affirmation Oui, de la personnalité pour certaines personnes, enfin pour beaucoup. Enfin, imposer un choix, je trouve que c'est un peu cacher, vouloir cacher qui est chacun. Oui, c'est ça. Au lieu d'accepter nos, On les nos différencie. différences, En fait, c'est ça, on Oui, ne différencie plus. au lieu d'accepter nos différences, on les cache, quoi. C'est Je ça. pense pas que c'est la bonne idée. Oui, et puis je veux dire aussi, le monde du travail est déjà tellement un espace joyeux. Allez, professionnalisons l'école directement. Mm. Je veux dire, ne laissons aucun temps aux enfants pour exprimer leur personnalité. Ils auront tout le temps de faire ça pendant dans le monde du travail, je pense, non? Et je trouve que ça entraîne d'autres problématiques parce que souvent les uniformes c'est des jupes pour les filles, des pantalons pour les garçons et on sépare, ça crée aussi ce genre de problème. On reste dans le très genré. C'est sûr que j'imagine que ça va pas être. Enfin, imaginons ça va être pantalon et jupe pour les filles, mais ça va pas être pantalon et jupe pour les garçons non plus. Enfin, Ça, c'est sûr. ça va Exactement. pas. Ils auront pas le choix. Alors, il y a ensuite une idée que j'ai relevée de notre candidat. L'embauche immédiate de plusieurs milliers de fonctionnaires dans des services essentiels avec l'objectif d'1 million de nouveaux emplois publics dès cet été 2022. Samuel, qu'en penses-tu? Dans la pratique, oui, je suis pour. Je trouve qu'il manque de fonctionnaires, notamment dans l'éducation nationale, forcément. Après, le chiffre des 1 million dès l'été 2022, il me paraît... C'est un peu ambitieux, quoi. Ça me paraît ambitieux. Je connais pas vraiment les chiffres, mais Réaliste. ça me paraît vraiment élevé. Donc, pour la mesure, je suis pour, mais après, à voir dans la pratique comment on la met en place. Dans ce que tu nous dis là, c'est quand même beaucoup dans un peu. On a l'impression qu'on vit pas dans le même monde en fait. Surtout que les Dans tout, élections là, sont en avril, donc ça laisse 2 mois pour mettre en place 1 million de postes quand même. C'est beaucoup. Ça paraît, ouais. astronomique un peu. Pareil, je serais plutôt pour, mais je sais pas dans quelle mesure c'est faisable. Voilà, c'est ça. C'est ok, on est d'accord, mais est-ce que dans le fond, c'est réalisable, merci, ou pas? Faudrait Alors, peut-être, oui, pardon. augmenter les délais, parce que... enfin, Oui, Oui, Des après, milliers, voilà, c'est je pas pense possible. Moi, que ça me paraît dès impossible, l'été hein. 2022, je pense que l'objectif, c'est pour la rentrée de septembre qu'il y a assez de fonctionnaires. Ou Même rentrée de septembre... c'est peut-être un peu short, ouais, effectivement. mais ça part d'une bonne idée. Je sais pas quels fonctionnaires ils veulent le former, mais c'est long former Oui, quelqu'un. oui, alors oui, plus oui. ou Ça moins prend fonctionnaire. pas Surtout 2 mois, une quoi. formation En vrai, de l'idée est là. qualité. Oui, voilà. Il faut la concrétiser, quoi. On a un brouillon. Il faut la rendre plus réaliste. Alors, ensuite, sachant que les législatives sont au mois de juin, donc s'il y a la cohabitation jusqu'au mois de juin, ça risque de coincer un peu avec l'Assemblée nationale. Car je rappelle que la majorité de l'Assemblée nationale pour le moment est pour le parti La République En Marche. Donc, dernier point, il y a former et revaloriser les accompagnants d'élèves en situation d'handicap, former et revaloriser les accompagnants d'élèves en situation d'handicap et leur donner un salaire de 1 700 €.
Alors, je rappelle que les AESH, du coup, ça a été quand même un gros sujet pour les grèves qui a été faites au mois de janvier, notamment, car aussi ça a été un gros problème durant la crise du Covid. Enzo, qu'en penses-tu de ce salaire net de 1 700 € pour les AESH et de les former, de les revaloriser? Alors, en fait, moi, quand on me propose d'augmenter les salaires d'une profession, si c'est pas une profession qui gagne déjà 4000 par mois, j'aurais tendance à être pour. Alors, j'ai pas le budget de l'État en tête, donc je pense que personne ne l'a ici. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça impliquerait en termes économiques, mais en soi, moi, je veux dire, c'est une mesure pour l'éducation nationale que je jugerais bonne, que je jugerais même très bonne. Oui. Voire essentiel. Voire essentiel. Ouais. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés ont relevé le fait que les AESH étaient les oubliés de l'éducation nationale et apparemment ils ont des salaires très très bas, voire en dessous du SMIC. Donc, C'est moins de 1 000 € la plupart du temps. voilà, donc moi je pas trouve fait ça. que c'est une assez bonne idée, Moi non plus. cette idée-là. Donc j'ai touché un peu à tous les bords politiques, un peu, et maintenant je vais vous poser une dernière question, ou réfléchissez, non? On va y arriver. Réfléchissez-y. Pardon, merci. Une question sans lien avec aucun programme, directement. Si vous étiez candidat à l'élection présidentielle, quelle serait la première mesure que vous aimeriez mettre en place si vous êtes élu candidat? Louise? Ah, mais c'est bien pour ça que je ne Ça, me c'est de la- présente pas. Ça, c'est de la question, oui, j'ai l'impression. Mais pour toi, quelle est l'urgence, Oh. la priorité en France? Je sais Qu'est-ce qu'il pas, faut et puis sauver en Il y en a France? tellement, et je connais C'est pas ça. toutes les contraintes. Moi, je Il y a suis. des urgences un peu dans tous les domaines, à l'hôpital par exemple, pour valoriser les salaires des infirmiers, des infirmières. Et puis Tout ça à fait un fait. bon moment que l'hôpital quand même Oui. écrit et que avec le Covid on s'est rendu Ben non, compte qu'ils c'est étaient là, encore- mais en fait ça ouais. fait un moment déjà Mm. qu'ils Ben, bien qu'ils sûr. disaient. Ça a on aggravé la n'a pas situation de encore budget. plus, le Covid. Donc, Pour moi, ce serait soit dans l'éducation nationale, soit dans la santé, soit enfin. Je pense aussi que nos politiques quand même pensent, et ceux qui s'en revendiquent énormément accordent quand même assez peu d'importance à l'écologie. C'est Et vrai. puis il y a aussi un autre truc auquel je réfléchis beaucoup, c'est l'ubérisation. Je me dis peut-être commencer par essayer d'un peu de freiner l'ubérisation qui, je pense, est un processus très délétère. ouais, peut-être que tu pourrais expliquer ce que c'est pour. Ouais, parce pour que moi, moi, je par sais pas. exemple, Et moi aussi, parce que voilà. j'allais poser la question, il m'en a devancé. Oh là là, mon Dieu. Dans quoi me suis-je donc lancé? L'ubérisation, c'est un processus qui tient son nom de l'entreprise ou la filiale, je sais pas comment on pourrait dire, Uber, qui à la base permettait des taxis et qui maintenant se lance dans le transport de nourriture et dans je crois autre chose, non, il me semble, ou alors c'était une autre entreprise, je ne sais plus. Et donc l'ubérisation, c'est un processus par lequel c'est une méthode d'engagement dans lequel on n'engage pas directement des salariés, on permet aux gens d'être auto-entrepreneurs selon certaines règles, D'être indépendant. d'être indépendants, mais cette indépendance, on vend une grande indépendance, vous êtes votre propre patron, mais en fait cette indépendance a un très grand prix. Ces gens-là doivent travailler avec des horaires et surtout dans des conditions qui sont terribles, et ils sont payés, je crois, au kilomètre qu'ils font ou au nombre de livraisons qu'ils font, ce qui fait qu'ils Presque rien, oui. ils sont payés presque rien et Par rapport à l'effort qu'ils fournissent. et par rapport à l'effort qu'ils fournissent, et c'est pour ça qu'en ville on se fait souvent bousculer par des livreurs, Deliveroo ou Uber. Et donc ce sont des conditions qui sont terribles pour une liberté qui finalement n'existe pas, parce que ces gens-là sont tellement précaires que la liberté, ils passent leur temps à travailler. Oui, ils font faire toujours plus pour gagner le même salaire, quoi. Voilà. Et en plus, les entreprises qui engagent dans un style un peu Uber ont tendance à contourner plus ou moins les lois du travail. Voilà. Mais c'est clairement une fausse indépendance. Pour moi, c'est de exactement. l'exploitation. Ils exploitent ces gens sans état d'âme. Parce qu'en plus, ils travaillent au compte d'entreprises telles que Uber, c'est pas gratuitement non plus. Mais exactement. Bon, mais merci à tous pour vos réponses très constructives. Merci, au revoir. De Merci rien. à toi, Mathéo. Merci Mathéo.
On passe au prochain sujet. Je crois que cela ne vous a pas échappé. La Russie a attaqué il y a plusieurs semaines. Combien de jours précisément? C'est depuis le 24 février, donc ça va faire 2 semaines demain. Voilà. 2 semaines a attaqué l'Ukraine, déclarant une véritable guerre, un conflit entre les deux États. Emma et Paul sont là pour nous parler justement de ce conflit, de cette guerre, pour nous en résumer les faits et nous en raconter l'origine. C'est à vous. Alors bonjour à tous, je commence à prendre la parole, donc on va vous parler de la guerre en Ukraine. Je vais tout simplement retracer les faits depuis une quinzaine de jours de ce qui s'est passé de la situation. C'est vrai que les médias ont beaucoup parlé de cet événement, il y a eu pas mal d'informations et c'est difficile de faire le tri. Parfois. Exactement. Alors c'est le 24 février 2022 que Vladimir Poutine déclare entrer en guerre contre l'Ukraine, annonçant, je cite, une opération militaire spéciale dans le but de démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Alors dès ce premier jour d'offensive, l'armée russe attaque par le sud grâce à la Crimée, par le nord et par l'est de l'Ukraine. Fait important de ce 24 février, la Russie est parvenue à s'emparer de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, souvenez-vous de ce nom, invoque la loi martiale dans son pays pour une durée de 30 jours. Pour vous faire court, la loi martiale, c'est un état juridique d'exception au sein duquel l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou avec elle. Alors certaines libertés fondamentales sont suspendues, comme par exemple le droit de manifester. Alors, la loi martiale, qui est plus ou moins comparable à un état de siège, est, je vous rassure, une mesure mise en place dans une situation exceptionnelle. Le 25 février, l'armée russe détruit l'Antonov An-225, qui est, je vous le donne en mille, tout simplement le plus gros avion du monde. Alors évidemment, la capitale du pays, Kiev, est bombardée à plusieurs reprises et la résistance commence à se mettre en place. Le lendemain, un immeuble résidentiel est touché par un missile russe et c'est ce même jour qu'est décrété un couvre-feu à partir de 17h et ça jusqu'à lundi 8h dans Kiev. Ce couvre-feu est à prendre au sérieux puisque, attention, tous ceux qui ne le respectent pas sont considérés comme des ennemis. Le lundi 28, de violents combats et bombardements ont lieu à Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Bon, je ne suis pas sûre de la prononciation de la ville, mais on va faire semblant que tout va bien. Le mardi 1er mars, Mariupol, dans le sud-est du pays, qui est donc juste en dessous de Donetsk, est également assaillie. Le 3 mars, c'est la ville de Kherson qui tombe sous les mains de la Russie, ville du sud de l'Ukraine. Je précise qu'à ce moment-là, les civils ukrainiens commencent à manquer de vivres et quelques milliers d'entre eux, à Kiev, se cachent dans le métro pour échapper aux bombes, ce qui ne nous évoque pas de très bons souvenirs. Également, le président Zelensky a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, en particulier par le groupe Wagner et ses adorables mercenaires, dont nous aurons l'occasion de reparler dans une prochaine émission. Le 4 mars, la Russie parvient à s'emparer de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est la plus importante du pays. Pendant ce temps-là, en Russie, les sanctions pleuvent sur la population. En tant que Russe, on risque 15 ans de prison si l'on propage, je cite, des propos mensongers sur la situation en Russie. Et les médias, même étrangers, sont lourdement contrôlés. Le 7 mars, le Kremlin annonce ouvrir une nouvelle fois des couloirs humanitaires dans certaines villes, couloirs menant cependant vers la Biélorussie et la Russie elle-même. Le 8 mars, donc hier, les combats se poursuivent dans tout le pays et Joe Biden impose un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe aux États-Unis. Alors je vous parle, le 9 mars, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui le pays, soit quand même 4% de la population. Certaines régions du nord, de l'est et du sud du pays sont désormais contrôlées par la Russie, qui déploie toujours et encore ses troupes dans l'intégralité de l'Ukraine. Au total, entre 500 et 10 000 soldats russes auraient perdu la vie. Alors oui, la fourchette est un peu grande, mais en fait, on n'a aucune certitude. Cette guerre est aussi, je le précise, une guerre de l'information, donc tout est à prendre avec des pincettes. Et en ce qui concerne l'Ukraine, même chose, aucune certitude. Il y aurait environ 3 000 victimes. Donc pour conclure, j'espère, et nous espérons tous à cette table, je pense que l'Ukraine retrouve bientôt la paix et que la situation ne dégénère pas davantage. Espérons aussi pour nos portefeuilles que le prix du pétrole et du gaz n'augmente pas encore plus. Et surtout, j'envoie tout mon soutien aux Ukrainiens d'Ukraine et d'ailleurs, ainsi qu'à la population russe, victime des folies de son dictateur, et à toutes les autres victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Alors maintenant que vous comprenez la situation, Paul va vous expliquer la genèse de ce conflit, pour le moins complexe. Alors oui, merci Emma. Donc vous remarquez qu'on a fait du chemin depuis la dernière chronique où je vous parlais de la rencontre Poutine-Macron avec la table de 10 km. Ça a quand même mal vieilli cette chronique. Alors donc Emma vient de vous parler du déroulement du conflit depuis l'offensive lancée le 24 février. Moi je vais essayer de faire un retour en arrière pour vous expliquer un petit peu la genèse de ce conflit et comprendre, et du moins essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Il faut savoir que la rivalité entre ces deux pays trouve sa source dans l'histoire commune qu'ont ces deux pays. Il faut d'abord savoir que la civilisation russe
trouve son origine dans le territoire ukrainien, car en effet, la première forme étatique d'un État russe était le russe de Kiev. Le russe de Kiev qui est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine. Ça, c'était au Moyen-Âge. Par la suite, durant la période de l'Empire russe, puis plus tard de l'Union soviétique, l'Ukraine a été intégrée au territoire russe, dont elle constituait le grenier à blé, de par la profusion de cette ressource sur son territoire. À la chute de l'Union soviétique en 1991, elle devient indépendante, et donc la République d'Ukraine. Mais depuis, elle a toujours été tiraillée entre l'Europe et la Russie. En effet, au fur et à mesure de l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est dans les années 2000, Vladimir Poutine, qui était donc déjà là, on rappelle, il est là depuis le 31 décembre 1999. Ça commence à faire, oui. Oui, il était là, il est arrivé avec le siècle. Vers l'Est, Vladimir Poutine a toujours tenté de maintenir son influence sur l'Ukraine, notamment en essayant d'intégrer dans diverses unions économiques et douanières. Alors c'est d'ailleurs avec ce processus qu'on est arrivé à la première crise de 2014. En réalité, fin 2014, le président d'alors, Viktor Yanukovych, qui était pro-russe, avait préféré la signature d'un accord économique et douanier avec la Russie plutôt qu'avec l'Union européenne, ce qui avait déclenché un énorme soulèvement populaire et de nombreuses manifestations dans tout le pays début 2014. Ça avait été très relayé à l'époque. Les plus marquantes et les plus emblématiques étaient bien entendu celles qui se déroulaient à Kiev, sur la place Maïdan. On a d'ailleurs appelé cette révolte la révolution de Maïdan. Une révolte qui a poussé Yanukovych à fuir en Russie, je vous le donne en mille. Et une répression s'est ensuite abattue sur les Ukrainiens, avec notamment le 20 février 2014, plus de 100 morts sur la place de Maïdan à la suite de manifestations. Et en guise de représailles, la Russie de Vladimir Poutine a ensuite envahi la Crimée. La Crimée, c'est la partie du territoire ukrainien qui se trouve en dessous de l'Ukraine, au bord de la mer d'Azov. Et il y a eu un référendum organisé par Moscou, c'est tout dire vu leur sens démocratique, qui a donc ratifié le rattachement de la Crimée à la Russie le 16 mars 2014. Ensuite, les populations séparatistes pro-russes se sont soulevées dans les régions les plus russophones qui sont à l'est, qui touchent la Russie, c'est-à-dire le Lugansk et le Donetsk. Et les combats sont poursuivis jusqu'en 2015, jusqu'à la signature des accords de Minsk II, où on pensait être arrivé à une résolution du conflit. Malgré cet accord, les soldats étaient toujours massés sur ce territoire, et on avait dénombré plusieurs affrontements qui ont fait environ 100 000 morts depuis 2014. Des tensions ont ressurgi... Tension néanmoins ressurgi sur ce plan en début d'année 2022 avec la volonté manifeste de Vladimir Poutine d'asseoir son influence sur l'Ukraine. Des troupes supplémentaires se sont massées sur les frontières et on a vu des soldats russes s'exercer à des manœuvres militaires, mais bon, à l'époque on nous disait que ça n'avait aucun lien, bien entendu. Les événements du Kazakhstan dont j'ai parlé ici au mois de janvier étaient également symptomatiques de ceci. Ensuite, les services secrets américains alertaient bien entendu sur l'imminence d'une attaque de la Russie par l'Ukraine. Mais l'Europe voulait encore croire à la diplomatie. Les rencontres entre Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et d'autres dirigeants européens se sont succédés, notamment celle dont j'ai parlé ici. Le 20 février, on a annoncé même un sommet, l'Elysée a annoncé d'ailleurs un sommet entre Vladimir Poutine et les dirigeants européens. Il n'en fut rien puisque le lendemain, même pas 24 heures après, Poutine déclarait l'indépendance des républiques séparatistes du Donetsk et du Lugansk, c'est-à-dire qui violaient les accords de Minsk et donc la souveraineté des pays. Et alors que les premières sanctions économiques commençaient à pleuvoir, il a donc déclenché l'offensive dans la nuit du 23 au 24 février, déclarant vouloir dénazifier l'Ukraine face au génocide que subissaient les populations pro-russes dans ce territoire. Donc une chose à dire, affaire à suivre. Merci Paul, merci Emma. C'est vrai que c'est important de rappeler le passé entre ces deux pays parce que je sais pas votre sentiment, mais moi j'avais l'impression qu'une guerre ne pouvait pas arriver. En tout cas, j'y croyais. Malheureusement, l'avenir nous a prouvé le contraire. Ouais, oui, puis surtout c'est une guerre qui touche notre continent. Exactement, ça faisait quand même pas mal de temps. La Seconde Guerre mondiale. Une guerre de cette ampleur n'a pas touché le continent. Tout à fait. Il y avait quand même eu la guerre des Balkans. Oui, mais la guerre des Balkans ne reflétait pas la même ampleur et il y avait pas de pays qui avait l'arme atomique dans la guerre des Balkans, tandis que la Russie a l'arme atomique. Exactement. Mais après, ça fait du bien un point parce qu'on a un peu un trop plein d'informations en ce moment et en fait je savais plus où donner de la tête en fait. Du coup, au bout d'un moment, ça reste quand même quelque chose de très complexe. Mais c'est complexe. Et puis il y a aussi cette course à l'information de qui donnera un peu l'information au plus vite. Et du coup, on sait vraiment plus où est-ce qu'on en est à l'intérieur de ça. Je trouve que les paroles de Monsieur Poutine, c'est quand même un génocide envers les populations pro-russes. Mais quand on parle de génocide, ça me fait directement penser
au parti nazi de la Seconde Guerre C'est la mondiale référence, c'est la et référence. et la collaboration où il y a eu des millions de juifs qui ont été assassinés, des tziganes aussi. Puis, Je trouve que il- c'est d'une gravité ce qu'il dit. Il accuse très clairement les Ukrainiens d'être des nazis, quoi. Oui, ça C'est- aussi. L'idée, c'est que la Russie se pose en victime d'une Ukraine qui l'oppresse et du coup, elle tente de justifier sa volonté expansionniste par ceci. Exactement. Et elle propage cette vision auprès de toute la population russe par un En- contrôle Un contrôle Un des contrôle médias. des impressionnant médias, ouais. de l'information des médias. Parce que Vladimir Poutine, enfin la Russie, si je me souviens bien, c'est une démocratie. Dans- C'est censé pas- l'être. ça et jamais non, vraiment une écrit, démocratie. c'est un président de la République. Normal, enfin, Théoriquement, Oui. ça théoriquement, Oui, ça fait bien théoriquement, longtemps que dans- c'est un président de la dans- République. sur le papier, la Constitution dit que c'est le président de la République. Mais pour moi, Poutine, pour le moment, il est devenu Pas que pour le moment, oui. Non, mais C'est devenu devenu vraiment un gros dictateur. Et Tout à fait. Et il est extrêmement paranoïaque en plus, ça le rend Disons que dangereux. la constitution de 1991 était censée garantir que la Russie était une démocratie. Mais au fur et à mesure, depuis que Poutine Oui. est là, donc depuis 10-20 ans, les modifications institutionnelles se sont succédées et les élections dont on sait très bien qu'elles ne valent plus rien sinon être un plébiscite pour Poutine, qui font que la Russie a peu à peu perdu ce qualificatif de démocratie, même si on peut dire qu'elle est encore sur le statut, mais dans Voilà. la réalité, Oui. c'est pas le cas. Mais Oui, rien que la présence depuis autant d'années de Poutine, en tout cas à la tête de la Russie, Dans la constitution, il peut rester encore en place durant 14 ans. voilà, ça en dit beaucoup quand même sur la situation dans le pays. Oui, et puis moi je trouve ça un peu n'importe quoi de sa part. Je sais pas s'il a vu l'état quand même de son pays. On en parlait avec Paul tout à l'heure au niveau rien qu'au plan économique. Le pays, la Russie post-soviétique, économiquement le pays est complètement détruit. Et il part dans une guerre, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a d'autres priorités. en Voilà, tout je cas. pense qu'il faudrait qu'il s'occupe d'abord de son pays Au vu des lui-même. conséquences le problème, économiques en qu'il va fait, y c'est avoir que- Voilà. sur la Russie, on sait dire que le rouble, la monnaie russe, a été dévaluée de presque la moitié de sa valeur la semaine dernière. Oui, et ses ambitions toujours plus extravagantes ont également des conséquences très très graves pour les Russes, parce qu'on parle souvent des Ukrainiens, à juste titre, mais il faut aussi penser aux Russes qui ont absolument rien demandé. Exactement. Hein. Mais le problème, en fait, c'est que Poutine, c'est justement ce fait de tout concentrer sur l'influence géopolitique et de ne rien concentrer sur la politique intérieure qui le fait réélire, parce que les élections russes sont probablement truquées. Mais selon beaucoup, Probablement. Très certainement. très certaines- Il a tenté D'ailleurs, d'assassiner, oui, c'est très ça. certainement truquées, mais le truc, c'est qu'en fait, selon beaucoup d'études, quand même, Poutine est quand même largement soutenu par les populations rurales de son pays, justement parce que malgré le fait qu'il a une gestion absolument catastrophique de son économie interne et que la population, c'est catastrophique, je ne sais pas comment le dire autrement en fait. Il a tout axé sur garder une influence géopolitique de la Russie à l'extérieur, et du coup il continue de faire rayonner la Russie, ce qui montre bien qu'un pays qui rayonne, c'est pas forcément un pays où on est heureux de vivre, mais ça lui permet d'avoir toujours un certain... En fait, il est très critiqué dans les villes, mais il ne faut pas oublier que la Russie est un pays encore très rural et que dans les zones rurales, il est... Je sais pas s'il est aussi soutenu maintenant qu'il est en guerre, mais il était pendant longtemps, il doit toujours l'être assez. Il était quand même assez soutenu. Maintenant, je pense que même avec la guerre, il est toujours soutenu, Oui. Disons parce que qu'il fait croire à sa population une situation qui n'est pas vraie, quoi. Enfin, mais même au-delà de Disons ça, qu'au vu de l'analyse Oui. qu'il a sur les moyens d'information, il n'y a que finalement les gens qui ont les capacités pour s'informer autrement qui peuvent en soi être contre, ce qui du coup constitue une partie moindre de la population. C'est étonnant, plutôt l'élite éduquée qui peut, elle, s'opposer à Poutine. Oui. et puis il faut se rappeler aussi quelque chose, et ça c'est un peu dur pour nous, mais il faut se dire que peut-être en Russie, que ce soit dans la culture, dans les mœurs, tout ça, on a une vision des droits de l'homme qui est très différente de celle qu'on peut Oui. en voir en Occident. Oui. C'est-à-dire que la à Russie, la seule expérience qu'ils ont eue avec la démocratie, c'était à la chute de l'URSS avec Helsinki. Or, Helsinki, c'était un président qui, je crois, était très alcoolique, qui avait énormément de corruption. Donc, en fait, les Russes ont, si vous voulez, une très mauvaise expérience de la démocratie. C'est peut-être pour ça que Poutine est toujours soutenu aussi. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Poutine de s'installer au pouvoir en rupture avec Helsinki par rapport à ça. D'ailleurs, moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ces dernières années, je trouve que Vladimir Poutine a vraiment changé physiquement.
Moi-même, je me demande s'il n'est pas malade ou quelque chose comme ça. J'ai essayé de faire des recherches. Apparemment, il se serait mis à boire et finalement, avec une amie pour rigoler, elle me dit la seule chose qui peut stopper la guerre en Ukraine et essayer de sauver la Russie, c'est de mettre de l'insuline dans son verre d'alcool fort et malheureusement qui tombe dans un coma lié à l'hypoglycémie qui pourrait entraîner la mort de Vladimir Alors, Poutine. Mais le bon. cours Il me semble SVT, qu'il y a ouais, on est là. un sénateur ou en tout cas un homme d'État américain qui a appelé à assassiner Poutine. C'est un débat que j'avais justement ce matin. En fait, le problème, c'est que Ouais. si on Tout le monde vire débat sur la Poutine. mort de Poutine, en fait. Ça se passe Si, comment je suis désolé, mais ce débat est fort intéressant, tu reconnaîtras quand même. Le problème, c'est que si on vire Poutine, le peuple russe va encore avoir cette impression de s'être fait diriger par les étrangers et ça va probablement Oui, recommencer. C'est pas Mais la de toute solution façon, idéale à mon avis. euh, Si je puis me permettre, on va bientôt mettre fin à ce débat qui C'est est vrai. particulièrement intéressant, mais je vois que l'heure tourne. Bon, juste, Ouais, c'est vrai. je finis. Je l'ai dit dans ma chronique, mais je vous parlerai dans une prochaine émission du groupe Wagner. Alors, je sais pas si vous avez, il y a un reportage qui est passé à la télé au début des vacances. Ouais, C'est extrêmement intéressant et on pourra en débattre justement la prochaine fois. très bien. On dit au Je- revoir à Mathéo. Au revoir, Mathéo. Au revoir Mathéo. Je me Une tourne désormais réunion vers des alcooliques Louise. anonymes, Louise nous a c'était préparé génial. aujourd'hui un véritable quiz Oui, musical voilà, Et on parce- passe pour au coq-à-l'âne. poursuivre Oui, sur c'est une ça, note un mais- petit peu plus légère. Mais voilà, en même temps, je suis la scission entre tous ces sujets. On va pas se mentir, c'est lourd quand même. Les élections peu jouable, présidentielles, non voilà, et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc aujourd'hui, pas de chronique, plutôt un Pas de quiz. Ouais, Que la non. compétition commence, j'ai envie C'est ça. de dire. J'espère que vous connaissez un peu vos classiques. Pas Bah, forcément. rapidement. Mais j'ai essayé de prendre des choses assez connues quand même. tant, Voilà. tant mieux. On a une chanson française. Voilà, je Ok, vous la une- donne. une Une toute seule forme de seulement. Bon. Et Enzo, je t'interdis de regarder sur ma fiche les réponses. Tourne-la ta fiche si tu veux pas que je la regarde. Je vais pas me mettre comme ça. D'accord. Une petite question avant de commencer pour motiver les troupes. Quelle est la récompense ultime de ce quiz? C'est un secret. Ça fierté récompense, je personnelle. joue pas. Une fin de paquet de chips Oui, et une dignité éternelle. immense. Vous aurez une Est-ce reconnaissance que j'ai le éternelle droit à mon égard. Moi, je veux que tout le monde m'implore à la fin si je gagne, d'accord. Si tu gagnes. Je ne gagnerai pas. Par contre, je sais pas, vous vous débrouillez pour compter les points, faites comme vous voulez. Est-ce qu'on les D'accord. compte? J'ai un point. Si c'est moi qui le fais, je vais m'en rajouter quelques-uns. mais- Allez, commence. On n'est pas en Mais, Russie mais- ici. J'ai fait maths l'année Oh là dernière, là, donc. On y va? Donc, alors, il y a 3 catégories. Ok. Il y a... ouais, Oui, vas-y, oui, vas-y. qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Alors, on a trouvé la date, trouvé Ok. le titre et trouvé l'artiste. Ok, je suis Ok. trop forte, je suis trop forte. C'est un blind test en fait le truc. Exact. C'est blind test. Blind test. Donc, on va commencer avec une question de date. Ok. En quelle année est né George Michael? Vous avez le droit à plusieurs réponses. Il faut déjà me dire qui est George Michael. Je vais attendre les premières propositions et je dirai Wake une Me année. Up Before You Go Go. Ma dernière chronique, Ah oui. c'est bien, tu as écouté. Je Last suis Christmas heureuse. J'étais aussi. pas là. C'est vrai. Last Christmas qui est ma chanson fétiche. Paul, veux-tu commencer à dire une date? Donc allez-y, donnez Je des sais dates que- au je pire, sais je sais que plus ou moins. Paul s'y connaît en date. Il est encore vivant. Non, il est mort. Ah non, il est mort. 1912. Oh mon dieu. Alors, il est né plus tard que ça. Voilà pourquoi je voulais pas commencer, j'avais pas envie de dire quelque chose de totalement. 1933. Plus. 1966. Moins. 1962. Un peu plus. Moi je dirais 64. Moins. 63. Ah, oui. J'avais même pas envie d'essayer. J'avais même pas. Là, il y avait les vautours qui disaient toutes les années. On voit les gens qui ont le sens de la compétition. Exactement. J'aime pas perdre. Moi j'ai un point, je l'ai dit. Et moi aussi, on l'a dit en même Moi temps. aussi, j'ai Oui, vous l'avez dit un On a un peu point tous en même temps. On a un point. Pour couper la poire en deux, j'accorde le point à moi-même, Je l'ai dit dans le évidemment. Je l'ai dit dans le micro. Le présentateur a toujours raison. Forcément. Bah, justement. Maintenant, on passe à une question trouver le titre. Ok. Alors, Vas-y. on est sur un artiste français. Tu chantes un peu? Non. Je suis une chanson écrite et interprétée par Claude François en 1967. Cependant, je fais le tour du globe car je suis reprise par de multiples artistes comme le grand Frank Sinatra. Quelle chanson je suis Claude François. On Ouais. sent les connaissances musicales par là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a fait déjà, Claude François? Alexandrie Alexandra. Voilà. Ben c'est pas elle. Bah non. Non, elle n'a pas été reprise par Frank Sinatra. Je crois que c'est comme d'habitude. Oui.
Waouh. Oh Bien là joué, Paul. là. Bien joué, on applaudit Paul. Je dis ça, voilà. Hein, parce que moi j'ai zéro culture musicale. Alors, attention. On va écouter un maintenant- petit extrait. Non, non, pas encore. Ah, pas la encore. prochaine, la Ok, prochaine. ok. Alors. Combien de points, pardon, du coup? Alors, je ne sais Le plus. plus je de points, crois celui qui que gagne. J'ai 8 questions. 8 questions. Voilà. Donc là, on en est à la J'aurais deuxième. dû faire ça pendant des heures. sachez-le. Maintenant, c'est trouver l'artiste. Un peu plus dur. Qui a écrit et interprété la chanson de 1959 reprise dans le célèbre film Retour vers le futur par Marty McFly lors du bal de fin d'année? Enfin, à la fin du Je n'en ai absolument aucune idée. J'ai un Aucune idée. Est-ce que vous voulez le titre de la chanson? Oui. C'est quoi le film, t'as dit? Je crains Retour que ça vers ne le m'aide pas. futur. Vous savez que je l'ai regardé au moins 3 fois, mais je m'en Ah souviens oui, pas. j'adore ce film. Est-ce que si on est. La chanson, c'est Johnny B. Good. Qui a un Johnny B. Good? Je crois que je n'ai jamais entendu parler J'ai un de extrait car on a un peu. Passe l'extrait. On fait un pendu, ça vous dit? On n'a pas de son. Bon, bah. Ah, un l'extrait petit n'a pas problème de son. technique. Et je ne vais pas vous faire. Débranche-le et fais-le écouter au Vas-y. micro. Oui. Je C'est bon. vois moi aussi la musique. Non, ce n'est pas Elvis Presley. Malheureusement, Je pense que tu peux donner la C'est réponse. Chuck parce que- Berry. Oui. Oh là là. Je cherchais ce nom, je connais. Il y a une autre chanson qu'il a fait, lui. Ah oui, Je il en a t'avoue, fait je plus connais d'une, pas. Comme ça. Je connais pas très bien. Alors, Alors- je crois. J'écoute ça souvent, c'est trop bien. Maintenant, on revient sur des dates. Ça, au moins, tout le monde peut y essayer. aller. Oui, on dit un chiffre au hasard. En quelle année Eminem a sorti son titre The Real Slim Shady? Je sais pas. Bon, c'est dans les années 2000, non? 99. Avant? C'est 2007. Il y en a, enfin, vous avez dit les années 2000, mais c'était. Bon, avant? 2000? Moins 2000, quoi. c'est 2000 2000. tout court. Ah, c'est sûr. C'est tout simplement 2000 tout court. Maintenant, on repasse à trouver le titre. Ok. Punaise, super. Alors, celui-là. Je suis une chanson d'un artiste très célèbre qui détient le titre de roi de la pop. Déjà, est-ce que vous avez? Ça me dit quelque chose. Ça me dit Oui. quelque chose. Le roi de la pop. Michael Jackson. Oui. Ah, Oui. si, c'est pas vrai. Dans laquelle la phrase Annie, are you okay est répétée de nombreuses fois. Bad. Non, Emma c'est pas a-t-elle la Non, c'est solution? pas. C'est J'ai pas. déjà écouté la musique, bien sûr. J'aime pas trop Michael Jackson, mais. Alors, fais gaffe. Ça, il y a c'était beaucoup de gratuit, gens qui c'était vont gratuit. écouter. Vas-y, oui, répète ce que tu viens de dire. Par contre, juste, Moi, je connais j'aimerais la musique, revenir. mais je connais pas le titre. J'aimerais revenir parce qu'elle a dit je suis une musique de non en fait c'est Louise Vara. Bravo Tatiana. Bravo. Donc, allez-y, au pire, dites plein de titres de Michael Mais Jackson et. connais pas, Et justement. peut-être connais qu'on va pas, sortir. je- Non, J'en ai un en tête, mais j'ai pas le titre. t'en as un en tête. Et je ne le chanterai pas. Ah, Emma, déjà, tu as l'air. J'ai l'air, mais. Le titre de la musique. Oui, Non, c'est très mais connu. alors, Le titre, Si c'est pas vous c'est voulez. pas zombie. quand même. Non, c'est en, Déjà, ça n'est c'est pas un titre. de C'est en Michael deux mots Jackson. c'est en deux mots. Ah, peut-être. Deux mots. Les On peut avoir les initiales. premières lettres, ouais. C'est oui, S et C. Waouh. On va aller loin. Quelle il y a aide, beaucoup de quel mots, aide, mais- quel indice. C'est quoi au pire, donne un des deux mots. Le, On bah, va trouver- le premier mot, c'est smooth. Smooth Criminal. Voilà. Ah ouais, tu l'as. Allez. Oh là Non, là, c'est c'est bon, on a un mais point. quelle heure. Ok. Un pour tous les deux, voilà. C'était elle qui avait en tête, mais vraiment. Bah oui, quand même. Alors, mais ça va en vrai, vous en sortez quand même bien, ça va. Non, c'est faux. Ça va. Si. Alors, on Par rapport aux revient, Ukrainiens, on s'en sort bien. on revient sur des dates, encore une fois. Tu es au... Oh, je me mets près du micro. Oh. en- Enzo, là, je vais t'enlever un point si Non, ça mais en fait, je continue. te vois, hein. Ce bruit. En quelle année Alors, oui. En quelle année George Michael sort-il son premier album solo? C'est pas celui à qui on a donné la date de naissance Si. au début. Il était né en 63, on avait dit. C'est ça? Son premier album. Solo. Parce qu'avant, il Solo. était dans le groupe Wham. 80. 98. Ça fait Non, non, plus que 81, moins que 80. 83. Un peu plus. 84. Un peu plus. 86.
plus. 7. Oui. Je l'ai dit la première. C'est- C'est vrai, elle l'a dit. Oui, ça a été dit par Elle là. l'a dit bien avant tout le monde. Alors, est-ce que vous savez le nom de ce premier album qui est le titre éponyme Mais on le connaît question par de- cœur, Mais évidemment. mais oui, tu écoutes George Michael tous les jours. Moi, pas tous les jours, c'est tous les vous matins. savez en quoi fait. On a un peu de budget ici. Et j'ai un extrait. Moi, j'ai déjà entendu quelque part sûr, mais, Oui, mais après, je connais pas ça en ouais. plus. Quoi. Bon, c'est pas grave. Tu as des goûts musicaux bizarres, Louise, il faut qu'il fasse. Non, je pense juste que je suis pas née dans la bonne Je pense époque. qu'Enzo est en manque de points. Non, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, c'est. Toi aussi, c'est vrai. Attendez, tout va bien. J'en ai un Trouver. déjà, j'en ai un. C'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Ok. Oui, c'est bon. Là, il faut trouver le titre de la chançon. Ok. Alors, Ah, je vais suis trouver, là. une chanson d'Eminem. Oh, Utilisée. je vais pas trouver, Dé- c'est bon. Déjà non. Ça peut aller. Oui. Elle a dit quoi? J'aimerais bien finir mon job. C'était quoi On dirait les gens insupportables la la question seule pour un qui champion qui veulent s'en terminer la question. Donc si vous voulez, je peux quand même dire la question. Vas-y. Voilà. Vas-y. Donc je suis une chanson d'Eminem utilisée Attends, je crois pour que je son l'ai. film semi-biographique Ah 8 oui, 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 Miles. ça me vient de Qui a été écrite en T'as celui-là, tu l'as, 2002 toi et mon aussi interprète m'a récemment chanté au Super Bowl. C'est Love. Love yourself. Oh, bien joué. C'est Lose, pas Love. Ah Lose Yourself. Oh non. Ah oui, bon, maintenant, ça finit déjà. S'aimer soi-même. C'est une belle morale. Je Bon, n'ai j'allais pas. dire vous ça, vous Dans Love Yourself, ça, Vous êtes. c'est- Bah oui, c'est pas grave, t'en avais. J'en avais une de Eminem. Je la mettrai dans le prochain quiz. Du coup, je Pour dirais la pas ça. dernière La question, dernière. c'est trouver l'artiste. Oui, oui. La Alors- merde, moi. Aïe, Est-ce que tu vas pas faire un truc récent Alors, spoil, il est mort. aïe. Oh. Il y en a beaucoup de tellement. choix. Je pense que je Avec vais pas qui Queen ont-ils collaboré pour la chanson Under Pressure? Je crois que je connais. C'est un artiste connu. Très connu. Très connu. Elvis Presley. Oula. Pas la même époque. J'en sais rien. Elvis se retournerait dans sa tombe. Oh, le pauvre. Mais lui, il était mort aussi. C'est le seul Donc. que je connais. T'as une idée, Mais François? Queen avec, Non. Mais un qui est mort. Freddie Il est mort. Mercury. Il est mort récemment. C'est dans Queen. Il est mort récemment, il y a longtemps. Je crois qu'il est mort il y a pas. Est-ce que c'est avec. Il y en a Je pas n'ai qui était absolument Maréchal Pétain, aucune idée. On peut avoir les initiales, peut-être. John Lennon D. était déjà mort aussi. B. Des David Bowie. Oui. Oh oui, Wow. c'est Oh, Très fort, Allez. très fort. Et attention pour ce dernier, il y a un extrait parce qu'on a du. Budget. Est-ce qu'on remet le titre de gagnante de ce quiz à Emma avec ses Emma, 4 Emma, points, il me Emma, semble. Emma, 4 points aussi. Oh, Oh comment il s'est imposé? Il allait Oh partir, mais non. Il est Oh, moi, revenu. j'en quatre. La dernière question. Fais une dernière question vite pour les Je départager. sais pas. Moi, non, je n'ai propose pas. à tous les perdants d'aller pleurer. J'ai encore ma chronique à faire, désolé. Une dernière question. Ah, attendez, si. Peut-être dans mes anciennes chroniques. Oh. Ah bah attendez, bah oui. Pour voir si vous avez de la mémoire. Dans ma toute première chronique qui n'a jamais été postée car problème de son, toi-même Ah, tu sais. On avait un peu moins de C'est une budget. date Oui, hyper à l'époque. bonne, d'accord, donc, C'est une date parce que je n'ai que ça. Non, Emma, t'en as trouvé une date tout à l'heure. Alors, Vous dites une date chacun et Louise vous indique si c'est plus Ouais, ou moins. c'est ça, grave. celui qui on fait un juste celui prix. qui est le Non, plus proche. Un petit peu on fait moins ou un petit voilà, peu on plus, fait un plus juste ou prix. moins. On fait un juste prix. Ok. Plus ou moins, Je c'est ça. départage qui là? Paul et Emma. Paul et Paul et Emma. Emma. Et moi aussi, parce que je Alors. Non. Quand je dis plus, c'est Maurice. T'es sorti. C'est plus. Quand t'es sorti le premier tube de Aretha Franklin, I Never Loved a Man. Elle l'avait dit dans une de ses. Qui- Fallait qui commence écouter. Moi, je m'en souviens, c'est pas vrai. Emma. Emma. Le Ah, premier pardon. tube d'Aretha Franklin. Je sais même pas quelle époque. Parce qu'en fait, avant, elle faisait plein de morceaux mais qui marchaient pas forcément et c'est vraiment le premier qui l'a I love the lancé. man. I I never. never. I never loved the man. Voilà. Je sais pas. On y va, on y va. Je dirais 1971. Emma. Ah, tu dis pas plus ou moins? Ah non, c'est un juste prix. Ah oui, Celui mais qui elle a a le tout et après elle dit plus ou moins. J'espère qu'ils sont pas tous les deux pile poil. 1900.
69. C'est Emma la plus proche. C'était en Oh. 67. Et c'est Emma qui a gagné. Hein. J'ai gagné. J'ai pas de jingle J'ai gagné gagnant. pour la première Alors, fois de ma vie si en quelqu'un tant se la sent. Bien joué. Merci pour Et Je croyais la qu'on avait le gagnante- budget. La gagnante de ce quiz spécial musique est attribuée à. Non, la gagnante est attribuée à. Bon, le César du meilleur. De la meilleure. Candidat. de la meilleure, La voilà, meilleure tout est court. attribuée à. Emma. Merci. Un discours. On félicite Emma quand même. Non, on a déjà perdu assez de temps sur Un petit discours. On a le Non, temps, il y a on moi. toute notre Ok. vie pour faire cette émission. On a toute notre jeunesse. Alors je voudrais remercier Emma, vas-y. moi-même. Parce que voilà. On n'a plus le temps, c'est fini. Allez. Combien de temps t'es-tu entraîné pour ce grand moment? Honnêtement, Des j'y suis années. allée au talent. Ah, moi Du je pensais début que à la c'était fin. des heures de préparation, Donc, voilà. un régime, attention très strict. Comme celui russe, c'était le finalement. poème préféré de Nelson Mandela et tout. Il disait I am the captain of my C'est fate. pas- Je suis le capitaine de mon. C'est fou comme la radio, c'est plus le bordel qu'avant. De ma foi, Faith. De ma c'est la foi, ouais. Mais ça peut Ah, être. bien. Faith. 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 Non, Faith. F Ah, moi, A j'écoutais I la radio, T maintenant, H. Non, j'écoute des enfants qui s'amusent. Ah, Faith. Faith, ok. F-A-I ou F-A? F-A-T-E. Ah, Ah, voilà. ok. Faith. Oui. Fate, oui, c'est Quand ça. j'ai dit F A I, tu m'as fait oui. Ça n'a absolument aucun rapport. On peut arrêter. Bon, Est-ce qu'on Bon. continue? F-A-I, c'est une On meuf repart qui sur fait des ça. sujets un peu plus terre à terre. Mais oui, mais mes amis. Et Enzo et Je l'écologie, referai un c'est une, quiz. c'est une histoire. Mais, Une histoire. est-ce que ce quiz vous a plu pour savoir si j'en referai un ou pas? Je n'ai C'était pas gagné. incroyablement Je bien. n'ai pas gagné, donc je dirais non. D'autant plus que j'ai gagné, Ça non, vous dit- vraiment, c'est Avec des génial. trucs un peu plus nous, récents, ce serait mieux. Comme ça, juste pour s'entraîner. C'est génial. Mais Vraiment, si, refais si ça. vous manquez d'ambiance, appelez Louise. Ah, mais carrément, Appelez je vais Louise t'inviter à tout toutes de les soirées. Je sais pas ton numéro, mais. Tu m'as Si sur tu l'as, WhatsApp. Sur WhatsApp. On passe à Enzo, je vois Enzo sur les stars. Ah, oui, amis, chers amis, n'oublions tout de même pas que nous courons tous à notre perte. Hein, Pour la première, et en plus, je- je cours vite. Tatiana. Tatiana, Je me sens- rappelle-nous pourquoi est-ce qu'on t'a engagé déjà. Ça fait un gros blanc. Là, on Bon. parle tous dans les micros, alors on continue. Bon, on sort sa J. Bon, je vais commencer sans les collègues. Hein. Donc, hello tout le monde, comment ça va? Première émission après la rentrée, hein. On est là, on est présent, enfin... On est présent. Moi, je suis présent une semaine sur 3, mais bon, que voulez-vous, je suis aussi investi dans mon travail que les citoyens dans la présente élection. Bon, ça va. Bref, le sujet du jour. Promis, la prochaine fois, je fais un vote ou pas. Enfin, je verrai. Si on récupère les codes, si on venait à récupérer les codes de Mais l'in- je vais te les donner, les codes. Merci, ce serait bien. Pas de problème. Je pourrais donc relancer des sondages et refaire de la démocratie. Il y avait beaucoup Donc, de gens qui répondaient d'ailleurs. juste. Une fraction significative de nos abonnés. 30 à peu près. Ah, c'est pas mal. va, quand on même. Ouais. se traîne, c'est bon. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais si on coupe Enzo Pardon, à pardon, chaque j'arrête, fois j'arrête, qu'il j'arrête. parle, Non, mais l'émission c'est ne pas- va c'est pas jamais grave, de toute se façon, finir. je suis à moitié mon texte. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, donc, on va parler du nucléaire et des énergies renouvelables. Alors, j'entends ici les militants de chez Greenpeace anticipant ma déclaration que le nucléaire est la technologie parfaite commencer à gueuler. À moins qu'on n'ait pas d'auditeurs qui militent chez Greenpeace et que ce soit des voix dans ma tête. C'est des voix dans ta tête. Est-ce que tu veux que je fasse les voix dans ta tête? Ouais, non, on n'est pas d'accord. À l'aide. À l'aide. Bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas. Alors, bon, j'ai dit que je parlais du nucléaire, alors mettons les choses au point pour les moins renseignés. Vous êtes peut-être perdus, alors sachez donc, mes chers amis, que l'énergie est à l'écologie ce que la vaccination Covid est à la société, c'est-à-dire le sujet parfait pour se charpiller joyeusement entre potes, entre les partisans de la croissance au tout renouvelable, ceux de la décroissance, ceux qui défendent que la technologie est la clé pour nous sauver de tous nos problèmes, et les climato-sceptiques. Bon, eux, il faut pas faire gaffe, je suis personnellement convaincu que si on arrête tous d'y penser pendant suffisamment longtemps, ils cesseront d'exister. Tous ensemble, allez. Donc, mais mais j'ai perdu mon texte, voilà. Oui, ce que je disais, c'est que donc ne vous en faites pas, le sujet du nucléaire est complexe, mais avec moi, ça va aller. On va tout simplement commencer par voir d'abord qu'est-ce que le nucléaire sur un plan scientifique. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir la base de la base, et ça tombe bien, parce que la base de la base, c'est à peu près tout ce que j'ai sur le sujet. Bon, premièrement, une centrale nucléaire, qu'est-ce que c'est? C'est une centrale électrique
donc, qui se sert de la transformation nucléaire pour produire de l'électricité. Je vous avais dit que ce serait synthétique. Il y a globalement 2 types de réactions nucléaires. La fission nucléaire, qui consiste à faire se collisionner des noyaux d'atomes avec d'autres noyaux ou des particules pour créer de l'énergie. C'est ce genre de réaction qui a lieu au centre de la Terre et dans les centrales nucléaires actuelles. Il existe un autre type de fusion qui lui a lieu dans le cœur des étoiles. C'est la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, ça consiste à faire se collisionner 2 noyaux d'atomes pour en former un plus gros, ce qui libère encore plus d'énergie. C'est ce principe qui est utilisé pour les bombes atomiques et pour l'instant on ne s'en sert pas pour la fabrication d'énergie, mais c'est particulièrement intéressant, on en reparle à la fin. Bon alors, si j'en parle dans la chronique écologie, c'est qu'il y a des problèmes et des questions autour du nucléaire. Alors, c'est quoi les problèmes du nucléaire ? Eh bien, ils sont nombreux. Alors, il y en a 2 auxquels tout le monde a pensé, je pense, les déchets radioactifs et le risque d'accident. Mais ils ne sont pas les seuls. Rappelons d'abord que le nucléaire repose sur une ressource 100% non renouvelable, l'uranium. Précisons aussi que les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour leur refroidissement. Aujourd'hui, la plupart de ces centrales sont placées près de cours d'eau ou au bord de mer. Toutefois, et sans entrer dans les détails, le réchauffement climatique, de par les sécheresses et l'augmentation de la température qu'il crée, pourrait limiter les zones où l'implantation des centrales est possible au bord de mer, ce qui n'est pas foncièrement dérangeant pour la France, mais pour l'être beaucoup plus pour des pays n'ayant pas accès à la mer. Enfin, la construction d'une centrale demande énormément d'investissement et de temps de construction, ce qui... De ce fait, il pourrait être difficile pour des pays qui voudraient se lancer dans le nucléaire de s'y lancer à court terme, du fait que, comme je l'ai dit, c'est extrêmement long de construire une centrale nucléaire, ça prend plusieurs dizaines d'années. Enfin, même si ce n'est pas vraiment de l'écologie, le nucléaire est critiqué car il repose sur une poignée de centrales pour toute la France, ce qui par conséquent implique une certaine centralisation de la production énergétique, alors que certains la voudraient plus locale. Alors oui, tous les problèmes soulevés ici sont de vrais problèmes et je n'entends pas les nier, certains événements les ont trop bien démontrés. Quand j'ai écrit cette chronique, j'avais pas prévu que l'actualité sur le nucléaire nous rattraperait et sur le fossile. Mais bon, c'est pas grave, nous vivons dans un bon monde. Du coup, je disais que cela n'empêche cependant qu'on peut mettre ses défauts en perspective. D'abord, il faut rappeler que le nucléaire n'émet aucun gaz à effet de serre. Il ne participe donc pas au réchauffement climatique. Il ne consomme aussi que très peu d'espace, donc pas besoin de raser des forêts entières comme c'est le cas pour le solaire, ou de placer des obstacles mortels pour certaines espèces volantes, comme c'est le cas avec les éoliennes. On peut aussi rajouter que le nucléaire présente l'avantage d'une grande pilotabilité, c'est-à-dire que l'on peut plus ou moins réguler la quantité d'énergie que l'on envoie sur le réseau, ce qui n'est pas le cas du solaire et de l'éolien, tout simplement car il ne fait pas toujours soleil et toujours du vent. Eux, s'ils étaient les énergies dominantes, impliqueraient des coupures d'électricité plus ou moins courantes. On peut aussi citer la productivité des centrales nucléaires, qui est bien supérieure à celle de toutes les autres, toute énergie confondue, ce qui en fait un allié de poids contre le dérèglement climatique et contre les énergies fossiles qu'on importe de Russie. Je peux encore parler longtemps, dire que l'éolien crée des déchets sous forme de blocs de béton et de fibres de carbone, que, comme je l'ai dit dans ma dernière chronique, toutes les énergies renouvelables requièrent des ressources non renouvelables dont l'extraction ou le raffinage sont très polluants. Je pourrais aussi vous dire que les accidents des centrales de Fukushima et... Nagasaki. Wow, mais Pas Nagasaki, c'était une bombe, bande de... Pardon. Fukushima. C'est la deuxième bombe nucléaire. Oui, je parle des accidents, pas des bombardements. C'est pas la même chose. Vous demanderez aux Russes, c'est pas la même chose. C'est vrai. De Fukushima et de Tchernobyl, Tchernobyl, voilà. ces accidents, alors ils étaient tragiques, mais il faut pas oublier que ces centrales étaient très anciennes et avec d'énormes failles de sécurité que n'ont plus nos centrales modernes. Et deuxièmement, en fait, il y a eu dans les deux, il y a eu une mauvaise gestion de la part des dirigeants. Oui, et puis il y avait une méconnaissance aussi de ce qu'était vraiment le... Une méconnaissance, mais même, oui, je me souviens qu'à Tchernobyl, il y avait eu un certain mépris de la part des dirigeants pour les règles de sécurité assez élémentaires. Ce qui a été finalement apporté ses fruits, comme on le voit. Bref, vous l'aurez compris, le sujet du nucléaire est un sujet très complexe qui divise les écolos, et je n'entends pas le chlore ici. Mais je voudrais quand même vous parler de 2 innovations qui me paraissent tout particulièrement intéressantes. Le réacteur à fusion nucléaire et les nouvelles générations de réacteurs miniatures. Commençons par la fusion. Les enthousiastes de cette énergie nous la vantent comme LA solution
aux problèmes énergétiques de notre époque. Et c'est vrai que la production d'énergie par fusion nucléaire présente de très nombreux avantages. Elle produit dans des quantités absolument folles, le risque d'accident est moindre que dans les centrales à fission, et les conséquences d'un de ces incidents seraient bien moins catastrophiques, ne se limitant qu'à la centrale elle-même. De plus, la quantité de déchets est quasi nulle. Enfin, la fusion nucléaire consomme du deutérium, non de l'uranium, qui est très présent dans nos océans et quasi inépuisable. Alors, c'est parfait. Alors, la fusion nucléaire, c'est pour quand on pourrait faire un jeu des pose la question. on pourrait faire un jeu des dates. On pourrait faire un jeu des dates. Là, on n'aurait pas forcément la réponse. C'est ça le problème, c'est que personne ne l'a la réponse. En France, on a un réacteur qui s'appelle ITER. Attention à ne pas rajouter un L. Situé dans les Bouches-du-Rhône. Donc, cocorico mes amis. Il est en construction et il serait en fonction vers 2025. Il commencerait à faire des réactions vers 2035. Chouette, mais le problème c'est que c'est un réacteur expérimental qui n'alimentera jamais une seule ampoule. ITER, il n'a pour but que de nous aider à maîtriser la technologie de la fusion. Non, parce que si c'est pas pour qu'on ait un accident 2 semaines après le lancement, bravo pour l'image que ça va donner de cette énergie. Alors, la fin des expérimentations, c'est pour quand ? On ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ITER, il va commencer à faire des réactions vers 2035. Comptez qu'on fasse quelques expériences, quelques tests, et l'idée d'une société basée sur la fusion nucléaire devient extrêmement futuriste. Les plus optimistes nous donnent 2060, d'autres disent d'ici la fin du siècle, voire plus. Donc, c'est pas vraiment une solution sur le court terme. Or, les solutions sur le court terme, c'est ce dont on a besoin. Alors, on entend beaucoup parler de ça. Il y a un truc duquel on entend beaucoup moins parler, c'est les réacteurs à fission nouvelle génération. Les SMR, pour Smaller Modular Reactor, sont des réacteurs miniatures développés par de nombreux pays, dont la France. Ils sont à la base pensés pour alimenter en énergie bas carbone des lieux isolés non connectés au réseau électrique principal. Ils peuvent aussi permettre d'alimenter des régions ou des agglomérations, ce qui est un avantage pour ceux qui voudraient une décentralisation de l'énergie. Ces réacteurs sont faciles à installer, certains peuvent être transportés dans des camions. Et écologiquement, ça vaut quoi ? Les SMR, du fait de leur petite taille et de leur fonctionnement, produisent une quantité minime de déchets. Cette petite taille permet aussi un refroidissement bien plus rapide. Et cela, combiné à la plus grande simplicité de ces réacteurs, permet de les rendre plus gérables et de rendre le risque d'accident quasi nul. Et en plus, comme ce sont des tout petits réacteurs, on imagine assez facilement que en cas d'accident, ça ne ferait pas un Tchernobyl 2. Enfin oui, parce que ah mon dieu, Tchernobyl, c'est gros sujet. On aurait dû en parler tout à l'heure. Bon. Donc, les SMR, les premiers seraient mis sur le marché, selon certaines estimations, vers 2030. C'est toujours pas une solution pour le court terme, mais déjà, ça paraît c'est déjà plus proche. Ça paraît beaucoup plus proche. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure ? Que le nucléaire c'est l'énergie ultime, je pense pas. Ça a ses défauts. Moi, ce que je veux dire dans cette chronique et même de façon générale cette année, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution parfaite. Une énergie 100% verte, comme je l'ai dit, ça n'existe pas. Et ce qu'il nous faut probablement pour l'avenir, c'est un mix énergétique. Alors ensuite, comment on le règle ce mix énergétique ? Beaucoup de renouvelables, pas beaucoup de renouvelables, à quelle vitesse on sort du fossile ? Est-ce qu'on met beaucoup de nucléaire ? Ça, battez-vous. Merci Enzo, on a entendu ton conseil. Oui, c'est un débat, je pense, très qui intéressant, pourrait ne jamais s'en finir. Sur lequel on pourrait débattre, je pense. Parce que Ouais, oui, il n'y a c'est pas forcément la solution ultime. Ouais, voilà, c'est ça. On l'a entendu. Ça coule dessous. Est-ce En qu'on- plus, Est-ce que ça- alors, je voulais aussi rajouter un truc après la chronique parce que tout simplement parce que c'est un truc qui est un peu plus dur à aborder. En fait, c'est parce que comme je fais un peu de blague pendant la chronique, je me serais dit c'était pas une bonne idée d'en parler pendant la chronique. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, selon de nombreuses statistiques, le solaire ou l'éolien font plus de morts que le nucléaire. Pour une raison qui est très bête. Enfin, c'était sans compter les accidents, ça par contre. Ouais. Mais pour une raison qui est très bête, c'est que les produits qu'on utilise pour faire du solaire ou de l'éolien demandent beaucoup plus de raffinage, donc une chaîne de travail beaucoup plus importante, et donc un risque d'accident du travail beaucoup plus important. Et donc en fait, il y a des calculs qui ont été faits que pour une même quantité d'énergie, le nucléaire fait moins de morts. Et donc c'est un peu cynique de mettre en relation le nombre de morts et l'énergie, tout ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut prendre en compte dans le débat. Voilà. Ouais.
c'est à prendre en compte dans le débat, je pense. Est-ce qu'on finit en parlant En un petit beauté peu de sport? C'est le débat de Ah la ouais, sport j'avais oublié avec qu'il y avait Johan. lui. On passe du coq à l'âne, hein, sujet léger, sujet lourd, c'est bon, c'est fini. Hein. Non, en vrai, Bah, il faut de tout, hein. ça va être rapide. Tu vas nous parler des Russes qui ont été exclus ou... On essaie voilà, de faire rapide. T'inquiète. Donc, au niveau local, il y aura simplement le Sporting qui a joué contre Ponlon ce week-end. Donc, l'équipe B s'est imposée 23-3. Et l'équipe A, 39-13 avec 6 essais inscrits par les Saint-Gironnais. Ensuite, donc maintenant, on va passer au niveau national. Donc, au 6 Nations, ce week-end, on va retrouver Pays de Galles contre l'équipe de France. Donc, je rappelle que l'équipe de France est toujours première avec 3 victoires en 3 matchs. Donc, avec 14 points devant l'Irlande, 11 points. Troisième, l'Angleterre, 10 points. L'Écosse et le Pays de Galles se partagent la 4e et 5e place avec 5 points. Et l'Italie est malheureusement dernier avec 0 points, puisqu'ils n'ont pas gagné de match depuis une longue durée. Ensuite, au foot, au niveau européen, mais des équipes françaises, donc on est au 8e de finale des compétitions européennes. On a le PSG qui joue contre le Real Madrid en Ligue des Champions et qui se sont imposés 1-0 au match aller, et ce soir il y a le match retour. En Europa League, Lyon va jouer contre Porto et Monaco contre Braga. Et pour finir avec le foot, en Europa Conference League, Rennes affrontera Leicester et l'Olympique de Marseille va affronter Bâle. On finit le sport avec un peu de cyclisme. Donc actuellement, il y a la Strade Bianche. On peut également remarquer un magnifique soleil de Julien Alaphilippe lors de la dernière étape. Et au classement, c'est toujours Tadej Pogacar, le double vainqueur en titre du Tour de France, qui est premier, devant Valverde qui est derrière à 37 secondes et Kasper Asgreen 46 secondes. Et qui? Kasper Asgreen. Tu le dis bien, hein. Moi, jamais de la vie, ça lui va dire ça. Merci pour ces actualités, Johan. On finit sur ces derniers mots, Sur ces belles paroles. sur ces paroles de C'est une sport. belle parole. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. On vous souhaite voilà, une bonne semaine et à la prochaine. À la Au revoir. prochaine.